hein. On va essayer très rapidement de parler de cette problématique qui est celle des protections des données personnelles. Je sais que vous avez parlé technique, parlé perspectives, avenir, et donc je vais essayer un peu d'être un peu plus terre à terre et traiter de cette question assez importante et très mal connue en Tunisie aujourd'hui, qui est la protection des données personnelles. Il est évident, bien sûr, qu'un informaticien, c'est son travail, indiscutablement, que de traiter des données. Et parmi les données qu'il traite, un lot assez spécifique et qui mérite attention, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les données personnelles. Vous avez peut-être eu à entendre ce genre de notions, ou de textes en tout cas, de notions. Pour ceux qui ont lu en tout cas la Constitution tunisienne, pas celle de 2014, mais déjà celle de 1959, qui a été révisée en 2002, eh bien, le terme y est. Sauf que personne n'a donné beaucoup d'importance à cette question-là. La structure publique donc, que je préside depuis quelques mois existe depuis 2008. Et là aussi, on n'en a pas entendu parler énormément. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Je pense que c'est quelque chose d'assez important à expliquer pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Une donnée personnelle est une donnée qui permet d'identifier une personne. C'est bien sûr son nom, son prénom, c'est bien sûr son adresse, c'est bien sûr son numéro de compte bancaire, le numéro d'immatriculation d'une voiture au service des mines, c'est aussi son numéro de carte de crédit, son code génétique, etc., etc. La liste est très très longue. Son adresse IP, quand il est connecté sur un réseau, tout cela, ce sont ce qu'on appelle des données personnelles. Et ces données personnelles identifient une personne et donc sont très sensibles quant à leur traitement. Et donc il revient à vous, spécialistes en informatique, de donner à ce type de données un traitement particulier. On ne peut pas les utiliser comme n'importe quelle donnée, parce qu'il en va d'un espace de confiance, en tout cas, qu'on doit avoir avec son client, avec son partenaire. Quand on travaille avec quelqu'un, quand on a une relation avec quelqu'un, celui-ci va vous donner des secrets, va vous donner un médecin, par exemple. Quand il gère sur son ordinateur les dossiers de ses patients, il introduit énormément de données qui sont très très sensibles et qui sont même, je dirais, très très dangereuses. Imaginez-vous quelqu'un qui a une maladie X qui pourrait être handicapante et qui se trouve chez son médecin et que ce médecin s'amuse, tiens, par exemple, à stocker toutes ces données-là dans un cloud. Donc il n'est plus maître de ces données, qu'on le veuille ou pas. Il y a un contrat avec la structure qui gère ce cloud, ça c'est sûr et certain, mais ça sort de son emprise personnelle. Alors, si ces informations-là, pour une raison ou une autre, se retrouvent ailleurs, imaginez-vous cette personne qui se présente à un appel ou en tout cas pour candidater à un poste de travail et que son futur employeur retrouve cette information-là. Excusez-moi le terme, il est cuit. Et donc, ces données-là sont très très sensibles. Et c'est pour cela qu'il faut leur réserver un traitement particulier. Et vous allez voir que dans notre cadre tunisien, juridique tunisien, n'oubliez pas, je suis juriste, mais qui a touché quand même un peu à l'informatique. J'ai enseigné l'informatique pour les juristes pendant 20 ans. Donc bon, je m'y connais un peu. Donc, chaque fois qu'on a devant soi des données personnelles, il y a des règles en Tunisie, comme un peu partout dans le monde, qu'il faut appliquer et respecter. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer très rapidement. Donc des règles à respecter et le traitement se fait sous le contrôle de l'instance que je préside actuellement. Donc je vais traiter de deux points si vous voulez, ça c'est une déformation professionnelle de juriste, on fait toujours les deux parties, c'est comme ça qu'on nous a appris à faire. Et donc premièrement je vais essayer d'être très rapide, sans rentrer dans les détails, j'essaierai de citer le minimum de fois le terme article. Mais vous expliquer très rapidement comment est-ce que c'est une obligation légale et par la suite vous montrer que la protection des données personnelles n'est pas seulement un travail de policier qu'il y a derrière, mais c'est aussi et surtout une option
et un choix stratégique pour la Tunisie. Je pense que ça vous intéressera un peu plus. Donc, une obligation légale. Le texte qui encadre cela en Tunisie, après la révision de la Constitution de 2002, eh bien, c'est le texte de 2004. On a un texte similaire depuis 2004. Donc, plus de 10 ans qu'on l'a. Et 99% des Tunisiens, sans que j'aie recours à un institut de sondage pour ça, ne sait pas ce que ça veut dire, données personnelles, et n'en a pas entendu parler. C'est un texte quand même qui fait 120 articles. Et par la suite, il y a eu révision de 2002 qui a consacré constitutionnellement, la loi de 2004, une loi organique, donc la loi la plus élevée dans la hiérarchie des normes après la Constitution. Par la suite, on a eu les décrets d'application en 2007. On a mis en place fin 2008 l'instance. Elle a commencé à fonctionner en 2009. Je suis son 3e président. Je succède à feu Mokhtar Yahoui Rabiara. Ce texte-là va mettre en place les conditions. Comment est-ce qu'on va pouvoir traiter les données personnelles? Quelles sont les procédures à suivre et à respecter? Quelles sont les obligations qui incombent à un responsable de traitement? Et donc, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, toutes les données sont traitées par ordinateur et donc à travers l'informatique, et donc à vous, en fin de compte. Et bien sûr, quels sont les droits, les obligations des citoyens derrière et des personnes concernées par cela. Et bien sûr, il y a des sanctions. Je vais vous dire quelque chose, depuis que j'ai commencé à parler, depuis à peu près 2 mois, les journalistes adorent cela. Et chaque fois qu'ils me voient, je rentre ce matin, et il y a un journaliste qui se reconnaîtra, me dit « Vous allez parler de prison aujourd'hui ?» Bon, j'en ai pas l'intention, mais bon, si c'est nécessaire, oui, bien sûr. Parce que, à toute obligation, il y a une sanction, indiscutablement. Oui, c'est lui, c'est lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire traitement de données, en fin de compte? Vous le savez. Mais traitement de données, je dirais, en expliquant très simplement cela, c'est toute opération qu'on fait sur une information, une donnée. D'ailleurs, avec les informaticiens, je suis tranquille, parce que quand je fais ce cours-là à la fac, avec les étudiants, je suis obligé de leur expliquer la différence entre information et données. Pour vous, ça ne pose pas de problème. Donc, ça commence par la collecte, comment vous avez obtenu cette information, cette donnée-là. Par la suite, comment vous allez l'enregistrer, la conserver. Comment vous allez faire des modifications dessus. Par la suite, et ce qui est important, comment vous allez l'exploiter, l'utiliser, la consulter. Par la suite, comment vous allez pouvoir communiquer cette information. On dit qu'aujourd'hui, les données personnelles, c'est le nouveau pétrole. Ça s'écrit. Il y a toute une tendance dans la doctrine qui défend cette idée-là. Parce que c'est une valeur indiscutablement très très importante pour l'économie moderne. Et donc, comment on va communiquer cela? Comment on va le diffuser? Comment on va le transférer? Alors, la différence entre communication et transfert, pour les juristes que nous sommes, excusez-moi, mais je suis obligé de faire un éclairage là-dessus. Communication, c'est quand vous restez sur le territoire national. Transfert, c'est quand vous transférez à l'étranger. C'est ça la différence, en tout cas dans le texte. Et par la suite, ça aussi, ça fait partie du traitement. Comment vous mettez fin à ces données-là, la fin de vie de ces informations. Alors, le but de tout cela, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est de pouvoir établir un espace de confiance entre le propriétaire de l'information, le titulaire de l'information et le responsable du traitement. Je vous donne mes secrets, qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez les protéger, comment est-ce que vous allez les utiliser sans que cela ne puisse nuire à ma réputation, à ma manière de vivre, etc., à ma carrière, à ma vie familiale, etc., etc. Et donc tout cela va établir indiscutablement un espace de confiance et une relation de confiance. Comment réaliser cela? Eh bien, c'est en faisant la promesse, mais la loi s'en charge, parce que c'est une obligation légale, de respecter toutes les règles qu'il y a en matière de traitement de ces informations-là. Quelles sont ces règles-là? Premièrement et avant tout, et c'est très important, il y a des obligations, comme je vous l'avais dit, qui sont à la charge du responsable du traitement. Deuxièmement, il y a des droits que les personnes peuvent revendiquer vis-à-vis de ces informations, de ces données qu'ils vous donnent à traiter. Ce n'est pas parce que vous les avez que vous en êtes propriétaire. Le propriétaire initial reste inchangé. Vous en êtes garant et protecteur. Par la suite, il y a le contrôle. Je n'aime pas donner cette image-là, mais oui, je fais le policier des données personnelles, ou en tout cas, je ferai le policier des données personnelles avec tout ce qui en découle.
Alors, le principe est le suivant, c'est que chaque fois qu'il y a une opération de traitement sur les données personnelles, on est, suivant la situation, dans deux cas de figure. Soit le texte vous dit, il faut déclarer cela. Aucun traitement de données personnelles ne peut se faire en Tunisie s'il n'a pas été préalablement déclaré à l'instance nationale de protection des données personnelles, qui a 30 jours pour dire si c'est oui, si c'est non, etc. Mais c'est une obligation légale. Vous ne pouvez pas prendre des données personnelles d'individus, les traiter dans votre système informatique si vous n'avez pas fait la déclaration préalable. Et dans les données personnelles, il y a un petit ensemble qui sont encore plus sensibles, qu'on appelle les données sensibles. Ce sont les données de santé, par exemple, les opinions politiques, les convictions religieuses. Toutes ces données-là, le texte dit dans l'article 14, il est interdit de les traiter. Et dans un alinéa 2, il dit toutefois, et il donne les exceptions. Et alors, dans ces cas-là, il soumet ce traitement à une autorisation. Et donc, pour résumer, je vais faire mon rôle de policier. Toute personne, physique ou morale, qui traite des données aujourd'hui en Tunisie, en 2015, sans l'avoir préalablement, suivant le cas, déclaré ou alors obtenu l'autorisation, est passible de sanction. Les autorisations sont demandées dans 3 situations. Premièrement, indiscutablement, et j'adore ce domaine-là, le domaine de la santé. Toutes les données de santé sont des données sensibles et tout traitement dessus est soumis à autorisation préalable. Chaque fois qu'on transfère les données à l'étranger, c'est soumis à autorisation. Alors le cloud à l'étranger, je ne vous dis pas. Je ne suis pas contre, je l'utilise personnellement. Mais il faudrait que les personnes soient au courant et que par la suite, la personne qui réalise cela, donc la société informatique derrière ou l'opérateur qui traite tout cela, doit être au courant de ces obligations-là. Et enfin, une donnée personnelle très très importante, c'est l'image, bien sûr, c'est la première donnée, et les déplacements, et la localisation, donc, entre autres, la vidéosurveillance, qui est un cauchemar contemporain et qui s'amplifie de plus en plus, qui est soumis indiscutablement et de manière incontournable à une demande d'autorisation. Ce sont les 3 domaines qui sont soumis à autorisation. Il y en a certains d'autres, mais en tout cas, je considère que ce sont les plus importants. Alors, comment l'opération de confiance va s'établir? Premièrement, toute personne qui a l'intention de traiter des données, quelles qu'elles soient, doit obtenir le consentement éclairé de la personne. C'est-à-dire que vous allez lui dire, vos données, voilà ce que je vais en faire. Voilà à qui je vais les communiquer. Voilà, je vais les transférer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Faites-moi une croix ici et s'il est là. Sans ça, vous êtes dans l'illégalité. Et surtout, il faudra lui dire, voilà ce que je vais en faire. C'est ce qu'on appelle la finalité. La finalité doit être licite, loyale, claire, etc. Tout cela, c'est le contrat de confiance qu'il y a avec la personne propriétaire de ces données. Autrement, le contrat n'est pas applicable, indiscutablement. Et autre chose très importante, le traitement doit se faire jusqu'à ce que la finalité que vous avez fixée et que vous avez communiquée ait été atteinte. Je veux traiter ces informations, je suis médecin, je prends toujours cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi, et je me dis, voilà, je tiens ces informations chez moi jusqu'à ce que vous soyez guéri. Si je suis guéri et que je n'ai plus de problème pour lequel j'ai consulté, le médecin, la finalité du traitement des données qu'il a est terminée. Il a obligation de détruire ces données-là. Il ne peut pas les garder. C'est le nouveau droit de l'homme qui est revendiqué aujourd'hui un peu partout dans le monde. Mes étudiants rigolent à chaque fois, qu'on appelle le droit à l'oubli. Il faut que les systèmes informatiques oublient un peu les gens après un certain moment. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Ça viendra dans des textes internationaux, c'est en cours de concrétisation. Je vais aller rapidement. Tout traitement, en ce qui vous concerne aussi, c'est quelque chose de très important, doit garantir la sécurité des données. Moi, je vous donne mes données, nous sommes dans une relation de confiance, mes données les plus secrètes sont en votre possession, mes transactions bancaires. Eh bien, je vous fais confiance, mais je vous rends responsable
de toute perte de ces données, ou de toute modification non autorisée de ces données-là, ou de toute commercialisation de ces données. Il faut assurer la sécurité des données personnelles qui sont en votre possession. Vous allez me dire, c'est notre travail, on assure la sécurité de toutes les données qui sont en notre possession. Eh bien, maintenant, il va falloir que vous faites un cloisonnement dans votre manière de travailler. Il y a les données d'une manière générale, qui concernent votre entreprise, vos marchés, etc. Ça, c'est votre affaire. Mais quand vous avez des données personnelles de personnes, d'individus, de personnes physiques, eh bien, votre souci devrait être double, triple, quadruple. Ne perdez pas le sommeil à cause de ça. Mais en tout cas, vous devez assurer une hyper-sécurité pour ces données-là. Et le texte est clair. L'article 18 de la loi en parle clairement. Eh bien, il va dire, pour résumer très rapidement, il ne faudrait pas qu'il y ait des actions non autorisées sur ces données. Donc, pas d'opération d'intrusion, pas d'opération de modification, de consultation non autorisée, n'en parlons pas du transfert, de la commercialisation, etc. On aura l'occasion, vous aurez l'occasion dans les mois à venir à me voir parler de tout cela un peu partout. Eh bien, si aussi vous êtes responsable et décideur dans une structure, dans une entreprise, et que vous avez l'intention de sous-traiter cette opération de traitement chez une entreprise privée, par exemple, ça pourrait être l'État dans le cadre du PPP d'ailleurs, eh bien, les deux sont co-solidaires en matière de responsabilité en ce qui concerne la sécurité des données personnelles. Celui qui a demandé à l'entreprise de faire ce travail pour lui, l'entreprise qui est en train de le faire, le responsable est même tenu et responsable de quoi? Du choix qu'il a fait de son sous-traitant. S'il choisit son sous-traitant sans donner trop d'importance aux critères ou à sa capacité ou à ses compétences, eh bien s'il y a un problème par la suite, il est responsable avec lui et donc ils sont co-solidairement responsables de toute question ou en tout cas de tout abus qui pourrait être remarqué et constaté par la suite. C'est ce que je vous disais, donc je passe dessus très rapidement. Alors, les actions à prendre, ce sont celles-là, et que je vous avais résumées, et donc les précautions, vérification. Ah oui, le log, c'est très important. J'ai posé la question une fois à quelqu'un qui était responsable, etc. Je lui avais dit, oui, vous avez des données qui sont très importantes, mais si je voulais savoir à un moment X qui a consulté ces données-là, il m'a dit, oui, le système existe, je ne veux pas dire que c'était une structure publique, mais je vous le dis. Il m'a dit, oui, mais notre système informatique ne permet pas cela parce qu'on travaille sur une version de je ne sais pas quoi qui est dépassée. Bon. C'est une obligation légale. Il faut être capable de dire à n'importe quel moment qui a consulté, pour en faire quoi, est-ce qu'il en a fait copie, est-ce qu'il a imprimé, n'importe quoi, est-ce qu'il a fait une modification. Tiens, je vais vous dire quelque chose. Des données personnelles, prenons le cas de la Belgique. Ils font une carte à puce d'identité. Ils mettent un identifiant unique dessus. Et on se dit, le régime belge, l'ambassadeur de Belgique n'est pas là, mais en tout cas, je ne vais pas faire un incident diplomatique, mais c'est un État policier. Autant d'informations qui sont stockées sur les systèmes publics de l'État belge, c'est atroce. Eh bien, vous savez ce que font les Belges pour ça? La solution, en tout cas, mon vis-à-vis en Belgique, eh bien, ils ont obligé l'État à permettre à n'importe quel citoyen belge de pouvoir, sur une plateforme, rentrer à n'importe quel moment et consulter toutes les structures publiques ou privées autorisées à consulter ces données personnelles. Je vous donne mes données, mais je veux savoir qui les consulte et pour en faire quoi. Et donc, moi, citoyen, je dois pouvoir le faire. Et donc ça, il faut l'inclure dans vos systèmes informatiques, dorénavant. Les sanctions, mon Dieu, je vais en parler quand même. Je le vois rigoler derrière, le journaliste dont je vous ai parlé. Allez, donc, oui, il y a tout un chapitre sur ça. J'étais un enseignant de droit humain à la fac avant d'être catapulté président d'une instance. Et dans mon acception, les sanctions privatives de liberté, j'aime pas. Je suis contre, par principe. Mais il y a une règle qui est encore plus importante que celle que je viens de vous parler, aux convictions que je viens de vous parler. C'est que la réglementation et la législation d'un État doit être respectée. Et donc, tant que ces textes-là existent, eh ben, on va veiller à ce qu'ils soient respectés.
Quelles sont ces règles-là? Si on fait un traitement de données sans avoir fait préalablement une déclaration ou une autorisation, sans que je vous fasse un rappel, la loi est applicable. Tout le monde sait que la loi existe et qu'ils doivent la respecter. Eh bien, c'est l'article 90. C'est 1 an d'emprisonnement et 5 millions d'amende. Facture lourde. L'article 94, en ce qui concerne la sécurité des données personnelles, si on ne les respecte pas, c'est 3 mois d'emprisonnement d'amende et 1000 dinars d'emprisonnement et 1000 dinars d'amende. Il y a 15 articles similaires. Et donc c'est 4 pages. Et ça, on ne les a jamais appliquées, ces sanctions en Tunisie. Et j'espère, après l'étape qu'on a amorcée de vulgarisation, de sensibilisation, d'explication, de médiatisation, j'espère qu'on n'aura pas besoin, en tout cas, de demander à la justice de les appliquer. Voilà. Alors, l'impératif stratégique... Ah, il y a un A qui a sauté, excusez-moi. Donc, très très rapidement, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en tire comme profit, à part le fait d'échapper, en tout cas, d'un emprisonnement, qui est prévu par la loi? Que gagne la Tunisie à protéger les données personnelles? Eh bien, à devenir un espace de confiance. Car c'est même un impératif aujourd'hui pour la Tunisie. Et à 2 points de vue. C'est un impératif pour la transition démocratique, c'est un impératif économique. Transition démocratique, je vais rapidement, je sais que les gens en ont un peu marre, et donc, bon, je fais très rapidement. Impératif démocratique, pourquoi? Parce que les transitions démocratiques sont basées sur le respect des droits et des libertés des individus. C'est pour cela qu'on fait des révolutions. C'est pour cela qu'on casse la baraque. C'est pour cela qu'on a des revendications. Et c'est pour cela qu'on a de belles constitutions et de beaux textes. Et donc, parmi les obligations, c'est le respect des droits et des libertés des individus, comme la protection de leurs données personnelles. Et donc, je n'ai pas à disserter là-dessus, je passerai rapidement. Alors, par contre, sur le plan économique, d'une manière générale, c'est là où ça fait mal. Et j'ai mal pour ma Tunisie. Parce que la Tunisie a été le 32e État de le monde à constitutionnaliser la protection des données en 2002. Elle a eu son texte en 2004. Pour donner un exemple, car nous sommes les seuls dans le monde arabe, le Maroc ne s'est réveillé et n'a fait son texte sur la protection des données qu'en 2008. Le Maroc est aujourd'hui bien loin devant nous. Bien loin. Et d'ailleurs, tous les contrats d'offshoring, c'est eux qui les prennent. Pas nous. À cause du fait qu'on a pris du retard. Pourquoi? Parce qu'on a fait une instance, mais que l'instance n'a rien fait. Parce que les investisseurs étrangers vous disent, vous avez une loi, vous avez une instance, mais c'est platonique. Il n'y a rien sur le terrain. Et donc, ce n'est pas applicable, ça n'est pas respecté. Et donc, ce qui se fait, c'est ce qu'on voit là. Niveau non adéquat de protection des données personnelles en Tunisie, malgré l'existence d'une instance. Que veut dire cela? Moi, je dis que c'est une décision qui tombe comme un couperet. Ça voudra dire que toute personne, toute entreprise européenne, entre autres, qui aurait des données à délocaliser chez nous, eh bien, d'après la législation européenne, il ne peut pas le faire. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire en Tunisie, il peut le faire en Inde, il peut le faire en Roumanie, il peut le faire au Maroc, mais pas en Tunisie. Car la Tunisie n'est pas un espace de confiance. Voilà ce qu'on perd. Alors vous allez me dire, quoi exactement? Ah ben, l'étude du ministère de Sinamen, qui a fait cette étude-là, en tout cas sur le Smart Tunis, ce fameux projet, ah ben, ils ont donné des chiffres qui, moi-même, m'étonnent. Les voici. Si on se met à la protection de données, que la Tunisie devient un espace de confiance, comme l'est le Maroc aujourd'hui, eh bien, on estime que ça va permettre 50 000 emplois dans les 5 années à venir. On a besoin de ça. Mais vous allez me dire, seulement cela? Il y a autre chose. Alors là, les chiffres, quand ça commence avec des milliards, moi je n'y comprends plus rien du tout. J'ai été à l'université avec des économistes, mais ce n'est pas en tout cas ma spécialité. Alors, ça passe ou pas? Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on gagne en entrée en devise en Tunisie? Énorme aussi. Et cela, il faut rentrer dans le cercle des États de confiance en ce qui concerne la protection de données personnelles. Ça résume tout ce que j'ai dit, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Je vois l'organisateur qui regarde sa montre. Oui, alors maintenant, c'est un grand problème aussi, on n'en a pas parlé, généralement les politiciens ne veulent pas en parler, moi je ne suis pas politique, je suis technicien.
Et donc, je peux le faire. Aujourd'hui, les données personnelles posent de très très grands problèmes sur la scène internationale. Parce que vous savez, on a en quelque sorte une frontière qu'on ne voit pas, mais qui existe, qui est réelle, entre l'espace européen, le vieux continent, et l'espace américain. Et pour pouvoir faire transférer les informations de l'espace européen vers l'espace américain, il y a eu le fameux accord, ou en tout cas les accords qu'on appelle donc du Safe Harbor américain. C'est qui a permis aux entreprises européennes de pouvoir transférer les données des Européens vers les États-Unis d'Amérique. Eh bien, le coup près est tombé. Après les scandales de l'espionnage qui a été fait, après les déclarations de Snowden, que vous connaissez sûrement, eh bien, ce qu'on a eu, c'est avant-hier, donc c'est tout chaud. La Cour européenne a déclaré, en tirant une sonnette d'alarme, que le Safe Harbor était controversé et qu'il était invalidé. Et donc cet accord-là ne peut plus être appliqué par les gouvernements européens. Ça vous montre l'importance de cette question-là. Et donc les données personnelles des citoyens européens, au vu de cette décision de justice européenne, obligatoire, ne pourront plus passer l'Atlantique. Parce qu'ils considèrent, et la Cour européenne a considéré, que les États-Unis d'Amérique n'étaient pas un espace de confiance pour les données de ses citoyens. Ça, c'est une étude qui a été faite l'année dernière en France. 85% des Français en 2014 étaient préoccupés par la protection des données personnelles, de leurs données personnelles. En Tunisie, aujourd'hui en 2015, les Tunisiens ne savent même pas qu'il y a un type de données qu'on appelle données personnelles. Vous mesurez tout le travail à faire pour mon instance et pour toute mon équipe pour pouvoir remonter un peu dans ce domaine-là. Pour conclure, c'est une question dont vous entendrez souvent parler, en tout cas, de cette question de protection des données personnelles. Mais je vous demande, dans vos structures à vous, d'arriver jusqu'à votre plus haut responsable et de lui parler de ces questions-là. Car la responsabilité pénale dont vous avez parlé, c'est celle du responsable, du premier responsable. C'est lui qui signe les demandes d'autorisation et de déclaration. Et c'est lui qui est civilement et pénalement responsable. Donc, sensibilisez-le. Vous ne savez pas exactement quoi lui dire? Venez me voir. Je suis habitué de vivre dans une petite villa derrière l'ambassade d'Allemagne. Et donc, ma porte est ouverte. Venez personnellement, je pourrai discuter avec vous de ces questions-là. Vous allez me dire, vous allez vous occuper des entreprises privées et l'État. Big problem. Quand on a fait le texte en 2004, on a dispensé les personnes publiques de toute obligation. On va le changer. Parce que la Tunisie, je suis arrivé à l'instance le 5 mai. Le 7 mai, le ministre de la Justice a fait sa demande d'adhésion de la Tunisie à la Convention 108 européenne sur la protection des données personnelles. Début juillet, elle a été déposée au Conseil de l'Europe. Dans les jours à venir, on va avoir la décision du Conseil des ministres. Normalement, on va nous autoriser à y adhérer, à condition de changer notre législation. Et le premier changement, c'est la soumission des personnes publiques. Les personnes publiques seront soumises. C'est en tout cas, une promesse nécessaire. Autrement, la Tunisie ne sera pas un espace de confiance. Et on perdra ce qu'on aura à perdre. Et donc, même les personnes publiques devraient se préparer. Pas toutes les personnes publiques. Les établissements publics non administratifs sont soumis à partir d'aujourd'hui, à partir de 2004. Et donc les hôpitaux, l'ASTEC, la SONET, Tunisie Télécom, etc., etc., toutes ces structures, la Tunisair, toutes ces structures publiques sont soumises depuis 2004. J'attends leur demande d'autorisation. CNSS, CRPS, CNAM, oui, bien sûr. Vous n'avez qu'à voir votre texte. Si votre texte dit que c'est un établissement public non administratif, vous êtes soumis comme Microsoft Tunisie ou je sais pas qui, ou Orange ou Olid ou n'importe quel autre opérateur privé. De la même manière. Et en tout cas, je vous fais la promesse que dans quelques temps, même les personnes publiques et administratives en tout cas, seront soumises au même titre. Et aujourd'hui, on a 3 dossiers très épineux à traiter qui sont en relation dans le domaine public, en tout cas dans la sphère publique des structures publiques. Ce sont les 3 que vous voyez s'afficher. On a ce grand projet qui est celui de la vidéosurveillance publique, parce que, je ne sais pas si vous m'avez entendu parler à la radio et à la télévision de l'exemple de Megrine, la municipalité de Megrine qui s'est amusée à mettre
des caméras de vidéosurveillance sur la voie publique, pour voir ceux qui jettent les ordures n'importe où. Le problème, c'est que ce n'est pas la municipalité qui l'a fait. Les journalistes n'analysent pas exactement les termes du problème. La municipalité n'ayant pas les moyens, elle a demandé à des citoyens qui ont des caméras de vidéosurveillance dans leur domicile de les orienter vers la rue et de lui donner les enregistrements. Ce qui fait que qui fait la vidéosurveillance, c'est des particuliers. Et donc les particuliers sont soumis à la loi. La municipalité ne l'est pas aujourd'hui. Et donc c'est un grand problème. Il va falloir mettre des caméras de vidéosurveillance partout, j'en conviens, mais il va falloir un cadre légal. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal puisqu'il n'y a pas de texte qui encadre la vidéosurveillance publique. Et on travaille dessus. Deuxièmement, l'identifiant unique citoyen. Dans la première réunion avec le bureau d'études qui travaille dessus, j'avais dit, si j'étais encore dans la société civile, vous verrez, je serai le plus grand militant contre l'identifiant unique. Parce que les gens ne le savent pas. Mais l'identifiant unique est à la base de tout ce qui se fait aujourd'hui dans la protection de données personnelles dans le monde. Ça vient de l'affaire Safari en France en 1974. Le ministère de l'Intérieur voulait créer un identifiant unique pour réunir et collecter toutes les informations qui concernent les Français dans un seul système. Eh bien, ça a fait un boucan du diable, ça a fait une commission parlementaire, ça a donné la loi de 1978 en France et ça a donné la fameuse Commission nationale informatique et liberté. L'Allemagne n'a pas un texte clair qui interdit l'utilisation de l'identifiant unique. Mais la Cour constitutionnelle en 83, la Cour fédérale constitutionnelle en 83, avait dit l'instauration d'un identifiant unique est anticonstitutionnel. Car c'est contre tous les principes et les droits et les libertés qui se trouvent dans la Constitution. Le Portugal est allé encore plus loin. Il y a un article clair dans la Constitution portugaise qui dit « est interdit l'institution d'un identifiant unique ». Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la barrière. L'État doit avoir les moyens de pouvoir faire son travail. Il doit avoir des tableaux de bord clairs pour avoir une politique assez pratiquement applicable, en tout cas et réelle. Et pour cela, il a besoin d'un identifiant unique, dans certains domaines. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, sans faire de publicité, l'identifiant unique est une Ferrari, mais roulée avec à 120 à l'heure, pas plus. Et donc, c'est ce qu'on fera avec l'identifiant unique, et donc on mettra les balises pour qu'il n'y ait pas de dépassement des droits et des libertés, mais c'est une nécessité aujourd'hui. Troisièmement, pour terminer, on a le projet de carte d'identité biométrique. La France a lancé ce projet depuis 15 ans, et depuis 15 ans, il y a un niet de la part de la société civile, et le carte d'identité biométrique ne passe pas. Nous, on veut la faire. Moi, je leur dis, ok, pas de problème, vous la faites, mais en ma présence, en concertation avec moi. Je parle de l'instance, hein, pas moi. Et surtout, voyons quelles sont les règles de protection des droits et des libertés des individus. Vous allez mettre une puce dans cette carte-là, qu'est-ce que vous allez y mettre? Deuxièmement, est-ce que moi, citoyen, je peux consulter son contenu? Tout cela doit être mis clair et net dans un texte de nature législative. C'est à ce moment-là que je pense, les Tunisiens, en donnant leurs données à n'importe qui, une administration, à l'État, à son médecin, à son assureur, à son banquier, à l'école de ses enfants, à n'importe qui, pourra dormir tranquille, parce qu'il sera tranquille qu'on ne vendra pas ces données. Je ne vous parle pas des SMS qu'on reçoit, je ne vous parle pas de tout ce tracas aujourd'hui, de l'abus d'utilisation de données personnelles. Ce n'est qu'à ces conditions-là que l'on pourra dormir un peu plus tranquille. Merci à vous.